Ni les prod, 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 ni les prod. On va attaquer de suite notre assemblée générale. Je vais passer la parole à notre président, M. Gilbert Biard. Donc je vous disais merci d'être venu malgré les difficultés que vous avez peut-être rencontrées, je ne sais pas. Toujours est-il, écoutez, nous sommes là, le quorum pour que l'Assemblée puisse se tenir est à terre, on vient de le vérifier, que ce soit un nombre de clubs présents ou un nombre de voix. Donc l'Assemblée pourra se tenir. Et donc je vais déclarer l'Assemblée, la 94e Assemblée du comité départemental du Gard, de Pétac et de Jaume Provençal ouverte. Et sans tarder, je vais remercier le club organisateur, bien sûr, et la mairie qui est là, représentée par Monsieur le maire, Monsieur Vincent, donc il va prendre la parole tout de suite s'il veut bien. Voilà, je vous remercie. Tout à l'heure. Merci Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires, membres du bureau du comité, merci aussi. Je voudrais simplement dire deux mots avant de vous sauver rapidement. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'aimerais aller vous reposer un petit peu. Je voulais donc dire quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue à Saint-Gervasy. On est ravis de vous accueillir et je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez tenir votre assemblée générale à Saint-Gervasy, donc on en est ravis et on en est fiers aussi parce que le comité du Gard de Boules et de Jeunes Provençal, de Pétanque et de Jeunes Provençal, c'est ça, est très, très important. Et chez nous, il est représenté par un club qui fonctionne très bien, à qui je veux rendre hommage et que je veux féliciter aussi, à la personne de son président, Joël Monté, et aussi du secrétaire qui est fidèle là. Denis Pouvier, voilà, je trouve puissant. Voilà, donc ils font un très bon travail, notamment ils se sont associés et même ils ont fusionné avec le club de Bezous pour ne faire qu'un seul. C'est donc le club La Boule des Airs, voilà, il ne faut pas que je me trompe, La Boule des Airs, donc ils ont 70, je crois, adhérents, ce qui est pas mal, ce qui est très bien, et ils organisent vraiment très sérieusement des concours, et ils ont de très bons rapports avec la mairie, et ils sont toujours là pour donner le coup de main quand il s'agit d'organiser des concours de pétanque. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et remercier encore une fois le comité du Gard, et puis vous souhaiter une très bonne réunion de travail. Voilà, bon après-midi, merci. Je passe peut-être la parole à notre conseiller départemental. Tout d'abord, saluer monsieur le Président ainsi que tout son bureau. Saluer Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les Présidents et vous tous qui êtes des membres de club de boules, que ce soit à la Pétanque ou au Jeu Provençal. Vous dire tout simplement que je suis très heureux d'être parmi vous. Vous étiez venus pour quelques-uns, je pense, même pour la grosse partie, sur Maine où je vous avais reçu, j'étais maire alors, et vous aviez fait votre assemblée générale. Je crois que c'était une des dernières années de l'ancien président mainois, M. Rizzo. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici, parce que les boules, c'est quand même important dans nos villages. Joël, monsieur le maire, vient de le dire. Vous tenez un rôle important, vous faites vivre, comme les autres associations, mais vous aussi, vous faites vivre notre village et apporter de la renommée, parce qu'il y a des compétitions importantes, et il y a des champions. Je sais que le Gard est quand même une terre où il y a eu de nombreux titres, et notamment au niveau des jeunes, il y a des clubs de jeunes qui sont chevaux. Je crois que ça, il faut le saluer et vous remercier. Moi, pour ma part, je ne suis pas un joueur de boules, même si j'ai habité pendant 40 ans à côté d'un très grand joueur. Quand vous habitez à côté de M. Francis Monnier, vous ne pouvez pas être indifférent au jeu de boules. J'ai un peu pratiqué, mais non, ça n'a pas été plus loin. Mais par contre, je prends beaucoup de plaisir à aller voir des compétitions, à assister sur Maine pendant très longtemps à des réunions de secteur. Je sais que ce n'est pas facile d'organiser les concours, les dates, c'est une guéguerre, mais bon, je crois que c'est le charme aussi. Alors, je tenais tout simplement aujourd'hui à vous dire que merci pour tout le travail que vous faites. Au niveau du département, il est vrai que le département aide le comité. Nous, les élus départementaux, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on arrive, lorsqu'il y a des compétitions, à vous obtenir quelques trophées. Sachez que ça existe, que vous pouvez le demander à vos élus. Ça permet de récompenser les joueurs, de bonifier certaines manifestations. Voilà.
Ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est vous souhaiter une belle journée, une belle réunion. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a toujours dans un comité, dans une association, c'est pas simple, mais je crois que quand on a la volonté d'aboutir, et comme vous, la volonté de faire vivre vos villages et de vivre dans votre passion, parce que les boules, c'est un vrai sport, c'est convivial, c'est sportif, ça apporte de l'animation en dehors des concours, dans un village, ça fait vivre. Moi, je vous le dis franchement, merci pour tout ce que vous faites et je souhaite que ça continue longtemps au niveau du comité et que vous ayez à nouveau de grands champions dans notre département. Merci pour tout. Nous allons maintenant passer la parole au club qui nous reçoit et à la personne de M. Bouvier-Denis, que vous pouvez remercier par vos applaudissements, puisque c'est eux qui nous ont préparé la table. Merci à vous. Merci. Je voudrais remercier tout le monde, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller départemental, les présidentes et présidents de club. Aujourd'hui, ça n'a pas dû être facile de venir. Je regrette qu'ils ne sont pas venus parce que je le comprends très bien. C'était un peu loin. C'était un peu loin et je comprends qu'avec les gilets jaunes, que je soutiens aussi. Bon, voilà. À part ça, je voudrais bien que la journée se passe très très bien. Donc, qu'il y ait des questions, des réponses, mais sans animosité. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle après-midi. Et puis ce soir, on finira par un petit lunch tranquille. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci M. Bouvier, merci de votre accueil. Donc maintenant, il est temps de commencer, M. le Président. Bien, nous allons passer à l'actualité du jour, c'est-à-dire notre Assemblée Générale annuelle. Mais avant de vous parler du comité en tant que tel, je voulais vous informer des sujets que vous connaissez déjà, qu'il est bon de rappeler, qui touchent au plus près à la vie sportive des joueurs. Donc, pour mémoire, le calendrier unique, qui nous a obligés à remodeler un certain nombre de concours, de planification, avec vous, bien sûr. Donc, il y a eu pas mal d'échanges qui ont eu lieu. Il y en aura encore, très certainement, mais le moins possible, parce que maintenant, les calendriers commencent à devenir figés. Ensuite, il y a la réforme des championnats régionaux qui va intervenir en 2019. Donc, on va changer de modalité de fonctionnement. Vous savez que nous sommes maintenant en Occitanie. Les changements viennent et découlent naturellement de cette réforme-là, cette réforme territoriale. Nous avons aussi la réforme de ce qu'on peut appeler des formations qualifiantes, c'est-à-dire tout ce qui est réforme des initiateurs, éducateurs, arbitres, des personnes qui tiennent l'état de marque, tout ça c'est dans les tablettes de la fédération. Donc il va y avoir pas mal de changements à ce niveau-là. Bon, nous espérons que tous ces changements se feront bien entendu dans la transparence avec les clubs. C'est notre volonté. S'il y a des problèmes ou des difficultés, écoutez, on est là pour essayer d'y répondre, essayer de travailler ensemble. Puisque je vous parle d'Occitanie, vous constatez que de jour en jour, nous allons vers la notion de la disparition de territoire. On parlait de Ligue, Languedoc-Roussillon. On ne parle plus de Ligue Languedoc-Roussillon depuis l'année dernière, on parle de territoire Languedoc-Roussillon. Et à compter de l'année prochaine, on va parler de comité Occitanie. C'est-à-dire que les notions de territoire et de ligue vont carrément disparaître pour être remplacées par le comité Occitanie. Ça veut dire que nous allons passer de 5 comités qui constituaient la Ligue Languedoc-Roussillon à 13 comités qui constituent le comité Occitanie. Donc, bien évidemment, il y a des mises en place à faire, bien évidemment, il y a des ajustements, bien évidemment, il y a quelques frottements, et c'est normal, puisque nous n'aurons pas les mêmes manières de fonctionner, ni les uns ni les autres. Déjà à 5, ce n'était pas évident, alors à 13, il nous faut nous ajuster, tout simplement. Il n'y a aucune raison d'être défaitiste, il nous faut simplement un petit peu de temps pour nous adapter. Et bien évidemment, nous serons tous là-dedans, tous qui sont ici, partie prenante, puisque de toute manière, c'est inévitable. C'est une réforme qui a été mise en place et nous sommes tenus de nous y référer. Il restera encore quand même quelques domaines qui sont un petit peu plus sensibles, comme les jeunes pour l'instant. Les jeunes vont rester sur une formation de territoire, au moins pour 2019.
puisque bon, les ajustements ne sont pas du tout les mêmes à Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. Dans le Languedoc-Roussillon, on va continuer à rester dans sa configuration actuelle pour le domaine des jeunes et également pour le domaine de la formation, puisque pour la formation, il faut quand même une certaine proximité. On peut pas demander systématiquement à des personnes qui font l'effort de se former, quel que soit le domaine, que ce soit l'éducation, les éducateurs ou les initiateurs ou les arbitres, de faire 300 ou 400 km pour aller se former. D'autant plus que les durées de formation ont nettement augmenté. C'est-à-dire qu'on passe, par exemple, pour un éducateur, on va passer d'un jour de formation à 2. Ça va être pareil pour les arbitres, ça peut-être pas cette année, mais en 2001 à coup sûr. Donc comme je vous parlais d'Occitanie, vous êtes tous au courant, ou si vous ne l'êtes pas, ben, je vous le dis, il y a eu des difficultés de mise en place pour le comité Occitanie. Ce sont des difficultés qui sont plus liées à des problèmes interpersonnels que des problèmes structurels, mais bon, ça existe. Ça veut dire que ça nous a obligés à revoir les statuts du comité Occitanie. Et j'ai eu le bonheur, le privilège, ou un fait retour du tracas, d'y travailler. Et puis ça va se décider demain, puisque demain matin nous partons en automne. Ce qui peut expliquer que ce soir je ne reste pas nécessairement très tard, parce qu'il faut partir, prendre la route tout de suite. Quand on parle de championnat Occitanie, on parle aussi bien entendu de participation et de déplacement. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, simplement vous savez qu'il va y avoir une participation aux frais pour les clubs qui participent au comité régional des clubs, lorsque les clubs vont être qualifiés pour aller au comité Occitanie, au comité régional. Et puis il y aura une participation du comité en tant que tel pour les personnes qui vont participer au championnat. Donc il y aura une prise en charge. Ça, le secrétaire général, Gérard Meunier, vous apportera un petit peu plus de précision à ce sujet. Bien évidemment, nous parlons d'Occitanie, nous parlons de finances et de remboursement, mais il y a aussi une gestion. Vous savez que l'année dernière, nous avions une gestion financière assumée qui était assez difficile. Cette année, nous avons essayé de mener tout l'ensemble une gestion stricte de nos dépenses. Ça nous amène à un budget qui est quasiment en équilibre pour 2018. Il est légèrement accidentel, mais bon. Par contre, ça ne sera plus le cas en 2019, puisqu'en 2019, je vais vous redire ce qu'on disait l'année dernière, il va y avoir des dépenses nouvelles qui sont liées aux participations aux frais de la Ligue, du comité Occitanie. Donc, actuellement, les contributions des comités étaient de 2 € pour la participation à la Ligue Languedoc-Roussillon, et à Midi-Pyrénées, c'était de 3,50 €. Donc, pour qu'il y ait participation, prise en charge, et ainsi de suite, la contribution des comités va augmenter de 1,50 €. Ensuite, il va y avoir des charges autres que va vous détailler le trésorier, Alain Ponge qui est là, qui va vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, tout ça. Mais bon, bien évidemment, nous allons parler de recherche de ressources nouvelles. On va parler un peu de trésorerie, on va parler du côté sportif. Nous avons des effectifs relativement stables. Je dis bien relativement parce qu'il y a une très légère diminution, mais c'est quand même pas bon. Il vaudrait mieux qu'on essaie de progresser. Donc c'est à chacun d'essayer de mettre un petit peu du sien. On a quand même des résultats qui sont quand même assez probants, que ce soit au niveau des championnats régionaux. Nous avons plusieurs champions régionaux. Nous avons un titre de champion de France au jeu provincial. Nous avons de bons parcours en pétanque au provincial en général. Il nous reste encore à progresser pour essayer d'avoir encore plus de titres. Mais bon, le titre, c'est un objectif sportif. Il y a aussi l'aspect loisir qu'il ne faut pas méconnaître. C'est pour ça, et parce que nous souhaitons que la pétanque et le jeu provincial progressent, que nous avons mis en place une structure qui s'appelle Avenir 30, qui est destinée aux jeunes, dont l'objectif est à la fois d'améliorer le niveau sportif des jeunes gardois, et aussi de faire mieux connaître notre sport. Parce qu'il est bien évident que lorsque nous avons des joueurs emblématiques, c'est l'effet du prolétariat, et ça peut toujours attirer. Il en reste pas moins que nous avons quand même d'excellents résultats aussi. Cette année, une petite déception, mais bon, Alain Donadieu vous en parlera. Même si les résultats sont globalement satisfaisants. Vous savez aussi qu'en 2020, afin de continuer à promouvoir la pétanque, le comité du Gard s'est positionné pour organiser le championnat de France jeune, qui représente quand même, c'est un gros morceau, c'est le plus haut, c'est-à-dire ça représente 3 fois 96 équipes.
Il y a 3 catégories. Il y a 3 catégories chez les jeunes. Donc 3 fois 96 équipes à accueillir avec bien évidemment les éducateurs, les papas, les mamans, tout ce qui entoure les jeunes et qui est très bien, qui est l'environnement familial. Donc nous sommes positionnés, un groupe de travail va y travailler dessus très rapidement. Je suis dans l'attente de communication de personnes, notamment la présidente de Caen qui a organisé le championnat de France jeunes l'année dernière pour nous donner des pistes pour bien déveiller le terrain. Dans tous les cas, un groupe de travail qui va être sous la responsabilité d'Alain Domingueux, mais avec la participation de plusieurs membres du comité, mais toutes les personnes qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice seront bien évidemment les bienvenus. Il va falloir que nous essayions de contribuer un petit peu à la bonne marche de ce projet, qui est un projet qui est quand même assez lourd, qui est assez important, qui est valorisant aussi pour une ville qui organise, mais aussi pour un département. C'est loin d'être neutre, puisque ça attire énormément de monde. Et puis c'est là qu'on voit nos futurs champions et nos espoirs. Je passe à un autre sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez à avoir à élire 5 personnes au comité directeur. Il y a 6 candidats, donc il y aura 5 élus. Vous, tout à l'heure, vous allez voter. Et puis je vous remercie de respecter les règles du vote. On vous les a envoyées, on a expliqué ça un petit peu sur les courriers. S'il y a un doute, il y a une commission qui est là, la surveillance des opérations, la commission de surveillance des opérations électorales qui est mise en place, qui comprend Madame Aubineau, Madame Pébernet et M. Anton. Donc, qui est là pour veiller à ce que le scrutin se déroule normalement, mais c'est normal. Par contre, toutes les personnes qui voudront assister, bien évidemment, au dépouillement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez participer, c'est fait pour ça. Sauf que la salle est peut-être un petit peu étroite, mais bon, on devrait y arriver. Je voulais simplement conclure ce propos préliminaire en disant que je tiens à vous affirmer que nous souhaitons continuer à travailler avec et pour les clubs, et bien sûr les joueurs, dans l'intérêt partagé de tous. L'intérêt finalement de la pétanque et du jeu provincial, c'est que ce sport-là se développe pour ceux qui veulent le faire sur le sport et que ça se développe aussi pour l'aspect loisir. On peut aller sans l'autre, mais pas nécessairement. Voilà, donc simplement, c'est notre souhait, c'est de continuer à avancer pour que nos sports favoris avancent aussi. J'entendrai tout à l'heure certainement qu'il y a eu des erreurs. Il n'est pas question de les nier s'il y en a. Il y en a de tous les côtés. Simplement, personne n'est infaillible. Personne ne détient la vérité. L'essentiel pour nous, c'est de savoir dans quel but nous souhaitons atteindre. Pour le comité du Gard, c'est que le jeu provincial et la pétanque se développent en toute amitié. Voilà, je vous remercie. Nous allons maintenant passer la parole à M. Brunière, secrétaire général. Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Messieurs le Président, bonjour. Mon compteur du moral se basera sur un constat. Un constat des événements durant la saison pouliste 2018, avec des résultats positifs et négatifs. La pétanque et le jeu provençal sont régis par certaines règles et règlements établis par la Fédération française de pétanque et jeu provençal, dont le comité directeur est garant de leur application, ainsi que du règlement intérieur du comité du Gard. Mais vous, mesdames les présidentes, vous, messieurs les présidents de société, vous êtes le relais auprès de vos licenciés pour l'information et l'application de ces règlements. Que ce soit le règlement administratif et sportif ou les règlements en matière de discipline. Aussi, par exemple, il n'est pas normal aujourd'hui que des délégués ou arbitres soient amenés à intervenir lors des championnats si une équipe ou des joueurs n'ont pas une tenue homogène. C'est de votre responsabilité de sensibiliser vos licenciés sur ces points de règlement et d'autres aussi. De même, il n'est pas normal d'entendre lors des championnats, venant du public qui est à 100% composé de licenciés, des phrases adressées à un arbitre qui viennent de sanctionner une faute répétée à plusieurs reprises par un joueur, du genre « tu n'as pas peur de te retrouver au vidéo ». Ce ne sont que quelques exemples de l'aspect négatif. Tout ceci est un manque de respect. Donc, pour positiver, faisons ensemble le nécessaire, que le respect envers les dirigeants, les arbitres et les joueurs revienne sur nos poudres. Sur le plan des résultats sportifs, on note une grande progression de la participation des licenciés aux divers qualificatifs et championnats. La panne venant aux féminines, qui par le nombre d'équipes au championnat doublette mixte démontre un réel engouement. L'augmentation du nombre de féminines en est là pour témoigner, car
2018, si on note une baisse de 29 licences au total, les licences féminines augmentent de 21 licences. Au niveau national, le comité du Gard revient du championnat de France avec un seul titre en doublette au jeu provençal chez les seniors. En ce qui concerne les activités, le tableau des concours fait ressortir un tout petit nombre de concours féminins ou mixtes. Pour revenir au positif, voici les résultats des championnats du Gard senior masculin. En ce qui concerne les jeunes, M. Donadieu fera le point sur les résultats des jeunes. Champion du Gard tête à tête, Joyce Corps. Champion du Gard doublette, Jean-Baptiste Rousseau, Jean-François Chat. Championnat du Gard triplette, Patrick Fornet, Olivier Blanc, Virgile Rascalon. Championnat du Gard triplette promotion, Julien Gilles, Christian Gilles et Xavier Gilles. Championnat du Gard triplette vétéran, Jean-Claude Léonard, William Benoît, Claude Lévesque. Championnat du Gard doublette mixte, Marina Barrettini, Frédéric Pierredon. Championnat du Gard triplette mixte, Lionel Artaud, Stéphanie Borba d'Acosta, Didier Borba d'Acosta. Championnat du tir précision, Jonathan Anton. Championnat du Gard de tir de précision féminin, Sandy Catalano. Le résultat du Provençal sera donné par la commission du Provençal. Le championnat du Gard 2019. Pour 2019, l'arrivée du calendrier unique amène quelques modifications. Tous les championnats du Gard se feront sur un jour et demi, sauf le tête-à-tête de la masculin qui se fera que le dimanche. Le championnat promotion se fera sur la base de 64 qualifiés. Le championnat triplette provençal se fera par poule sur 3 jours, avec une partie de poule avant cadrage. Le championnat doublette provençal se fera par un qualificatif de 32 équipes sur 2 sites à élimination directe, ensuite par poule sur 2 jours. Le championnat Occitanie 2019. Il n'y aura plus de qualificatifs pour les championnats régionaux. Les équipes qualifiées le seront à la suite de l'équipe ou des équipes qualifiées pour les France. Si désistement d'une équipe, c'est uniquement l'équipe battue au tour précédent qui la remplacera. Les championnats régionaux sont divisés en 4 groupes et se font à tour de rôle dans les 13 départements. Donc, un championnat reviendra tous les 13 ans dans le Gard. Pour le Gard, le prochain championnat sera en 2021 par le triplette senior, triplette féminin, vétéran et promotion. Les doublettes féminins, tête-à-tête masculin, plus les jeunes. En 2024, le triplette provençal. En 2026, les doublettes masculins mixtes et tête-à-tête féminin. En 2029, le doublette provençal. Tous les championnats se feront avec 32 qualifiés. Donc, pour tous les championnats, il y aura 3 équipes de qualifiés pour le comité du Gard. La région impose aux comités départementaux de prendre en charge les frais de déplacement, de séjour et de repas des équipes qualifiées ainsi que les délégués pour ces championnats, ce qui bien sûr apporte une dépense supplémentaire pour le comité. Le trésorier vous en dira 2 mots. Pour le championnat des clubs 2019, en CRC, la région Occitanie est divisée en 4 zones géographiques. Donc, pour tous les CRC, les phases de groupe se dérouleront dans un périmètre comprenant le Gard, la Lozère, une partie de l'Hérault et une partie de l'Aveyron. La région versera une aide financière aux clubs participants au CRC à l'issue de la compétition, à savoir un déplacement pour 2 voitures par équipe et un forfait de restauration de 90 € pour les seniors et 70 € pour les féminines, par équipe et par journée. L'inscription est gratuite. Il sera demandé un chèque de caution de 200 € à l'ordre du comité régional. Les dates et modalités concernant le CDC pétanque senior ainsi que le CRC masculin et féminin vous seront commentées par le responsable de la commission, Gilbert Martin. En ce qui concerne le CDC Jeux provençal, reprise début d'année, janvier-février pour la phase de groupe et partie finale en mai, avec le principe de rencontre par groupe de 4 équipes, soit 3 matchs sur un week-end. Mise en place de la nouvelle formule, il n'y aura plus de tête-à-tête, les équipes seront de 6 à 8 joueurs, match comportant 3 doublettes et 2 triplettes. Vu le nombre de terrains nécessaires par groupe, 6, seulement 3 groupes pourront jouer à Bruges et 2 à l'Estanque, qui en plus n'est pas toujours disponible. Soit un étalement sur 3 week-ends, janvier-février, plus un week-end cadrage. Donc, nous sommes amenés à limiter à 44 équipes le nombre d'équipes engagées. Pour le CRC, une phase de groupe géographique sur un week-end et une phase finale sur l'ensemble de la région sur un week-end également en septembre. Pour le Gard, il y aura 3 équipes de qualifiés. Calendrier des concours.
Encore trop de modifications nous sont demandées au cours de l'année et trop de concours annulés, 68 cette année. Je vous rappelle le règlement intérieur à ce sujet. Par respect pour les joueurs, tout concours inscrit au calendrier départemental doit être maintenu, sauf cas de force majeure, soumis à l'appréciation du comité directeur et sous peine de sanctions cumulatives suivantes. Amende de 80 €, annulation des autres concours de l'année, perte de priorité sur le calendrier de l'année suivante, interdiction d'organiser un championnat départemental ou régional ou leur qualificatif pendant un an. Vous avez tous les concours affichés dans la salle. Merci de bien vouloir vérifier vos dates de concours. Si erreur ou modification, veuillez les faire parvenir à votre chef de secteur avec une date limite au 10 décembre de façon à pouvoir établir le calendrier papier. Modification du règlement intérieur. Cela concerne une modification mineure de mise en conformité par rapport aux directives de la Fédération française de pétanque et jeux provençal et qui n'ont pas lieu de passer au vote de l'Assemblée générale. L'article 11. Obligation des associations. Toute correspondance traitant d'un litige ou d'une réclamation doit suivre obligatoirement la voie hiérarchique. Association, comité départemental, comité régional, fédération. Toutefois, une copie peut être adressée à l'instance supérieure de celle qui en est destinataire. Article 12. Pour les calendriers. Les sociétés doivent déposer la liste de leurs concours auprès du chef de secteur sur un document signé. La liste des concours du secteur arrêtés en réunion de secteur, soit 15 jours avant l'Assemblée générale, doit être transmise au comité par le chef de secteur, c'est-à-dire avant le 10 novembre pour cette année de N-1. Une association qui souhaiterait organiser une compétition hors calendrier devra au préalable solliciter l'autorisation du comité départemental qui tiendra compte des compétitions officielles au jour prévu. Il s'agit des concours propagande. Les concours promotion. Cette classe de compétition est réservée aux joueurs et joueuses de la catégorie promotion. Dotation des concours promotion. Identique à la dotation des concours départementaux, avec la possibilité d'une dotation à 30% du montant de mise minimum. Choix qui doit être fait lors de l'inscription au calendrier. Concours à 3 parties aux jeux provençal, doublette et triplette. Minimum 200 €, maximum 500 €. Concours sociétaire. Les associations pourront, hors calendrier, organiser des concours sociétaires dotés de 100 € maximum, après avoir obtenu l'accord du comité directeur et sous réserve du respect intégral des règles de notre discipline. Ces concours ne sont pas autorisés sur un concours officiel et organisés le même jour dans un rayon de 25 km. Article 5 des concours. Il s'agit de protéger les concours régionaux et nationaux. À pétanque. Aucun concours de pétanque n'est autorisé sur tout le comité le premier jour d'un concours régional ou national. Au jeu provençal. Aucun concours au jeu provençal n'est autorisé sur tout le comité le premier jour d'un concours régional ou national. Article 7 sur le championnat régional Occitanie. Les frais de déplacement et repas des délégués et équipes sont à la charge du comité du Gard suivant les tarifs en vigueur. Article sur la tenue vestimentaire. La tenue du haut identique avec identification du club est exigée pour chaque équipe. Pour tous les championnats qualificatifs, départementaux, régionaux et nationaux. Le jean est interdit. Pantalons, shorts sportifs ou survêtements sportifs autorisés. Le prochain comité directeur qui a lieu aujourd'hui et demain, le comité directeur national, doit finaliser les textes sur les tenues et sur la catégorie junior. Merci à vous tous. Merci M. Bougnard. Nous allons passer maintenant au rapport financier par M. Alain Poche. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues du comité directeur et chefs de secteur, Mesdames, Messieurs les arbitres, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des clubs, Mesdames, Messieurs, si je devais résumer cette année 2018 en ma qualité de trésorier du comité du Gard, je le dirais de deux façons imagées. D'abord, le calme après la tempête, ou bien le paradis après l'enfer. Si vous voyez l'image que j'ai mise à droite, c'est moi après l'Assemblée générale de l'an dernier. Nous nous étions quittés l'an dernier sur une impasse financière,
puisque l'Assemblée générale avait refusé l'augmentation de 3 € du prix de la licence, que nous estimions alors indispensable pour équilibrer le budget. Or, comme je vais vous l'expliquer ensuite de manière détaillée, des éléments favorables intervenus après l'élaboration du budget 2018 ont permis de stopper l'hémorragie du déficit constaté depuis 3 exercices et de retrouver un équilibre financier inespéré. Ce sont les suivants. En premier lieu, ce qui avait été une bonne nouvelle sur le plan financier, mais une moins bonne nouvelle sur le plan sportif, c'est la diminution par la SFPJP du nombre d'équipes qualifiées aux divers championnats de France, à savoir 4 triplettes en moins et une doublette en moins. Avec également, là par contre, sur le plan sportif, la non-participation, alors que c'était le cas depuis très régulièrement, au championnat national des jeunes 2018. En second lieu, nous avions prévu une augmentation des charges pour l'emploi de notre secrétaire par rapport à la suppression des aides à l'emploi. Or, il se trouve qu'elle a quitté son poste un mois avant le renouvellement prévu, mi-février. Après que nous soyons restés 4 mois sans secrétaire, une solution moins coûteuse a pu être trouvée. Je profite de l'occasion pour rendre hommage au secrétaire général Gérard Pinière, à la secrétaire adjointe Roseline Vierne ainsi qu'au président Jules Vervienne d'avoir compensé sur leur temps de dirigeants bénévoles ce surcroît de travail, ce qui a permis de réaliser une économie non négligeable. Donc un grand merci à eux trois. Enfin, troisièmement, la réalité de l'activité, comme dans toute réalisation de budget, a généré de meilleures recettes au niveau des mutations notamment, alors qu'au niveau des dépenses de fonctionnement, les diverses économies réalisées ont été supérieures à l'augmentation de quelques dépenses. Avant d'examiner en détail les comptes, permettez-moi également d'associer à mon travail celui de la commission des finances dirigée par Yves Dumont, car nous avons des réunions régulières et dont il vous fera part dans son compte rendu de son rapport de la commission des finances. Donc maintenant, nous allons passer à l'examen des comptes. Adopter la même présentation que l'année dernière, à savoir, comme dans les papiers, vous avez le détail, donc vous pouvez consulter à tout moment. Je pense qu'il est plutôt préférable de vous expliquer par masse, comme ça vous voyez les chiffres de manière plus globale. Donc, en ce qui concerne le produit net des licences, vous voyez qu'il est très vraisemblable, très équivalent à celui de 2017 et il est légèrement supérieur au budget. Bon, on le détaille, on verra après, là on voit que la globalité. Ensuite, au niveau des charges de fonctionnement, nous avons nettement diminué les charges de fonctionnement, non seulement par rapport à l'année 2007, mais également par rapport au budget prévu. Idem pour les frais de championnat, pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure. À la fois baisse par rapport à l'an dernier, mais également par rapport au budget prévu. Également, bon, les produits exceptionnels, les charges exceptionnelles ou antérieures sont en diminution, mais dans une moindre mesure. Passons au pôle licence. Donc, au niveau des licences, effectivement, plus que le prix restait le même, il y a un écart tout à fait, on va dire, non significatif, qui tient lieu en fait qu'on a acheté davantage de carnets de mutation et d'étuis cette année, donc ce qui fait que ça excède. Mais bon, c'est des dépenses qu'on n'aura pas sur les années à venir. Les affiliations sont identiques,
Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, au niveau des mutations, il y a eu une part plus importante, puisqu'au niveau, si les mutations externes sont restées sensiblement égales à une près, nous avons constaté 402 mutations internes au lieu de 268 l'année dernière. Donc un gain de 3 000 €. Après, au niveau des calendriers ou divers, les écarts sont non significatifs. Ensuite, les charges de fonctionnement. Donc 52 645 en 2017, 44 000 en 2018. Au niveau du local du siège, les charges, on va dire, normales ont diminué. Et par contre, il y a une charge exceptionnelle de 2 500 € qui a été comptabilisée et qui constitue à la décision du syndic de faire des travaux, de provisionner des travaux pour la réfection, je crois, de l'ascenseur, qui s'élève à 2 500 € et qui explique que le chiffre de 2018 est supérieur à celui de 2017. Après, bon, ben, les autres dépenses, les habillements du CD, ben, il n'y en a pas eu en 2018. Il y a eu moins de dépenses d'informatique. Par contre, il y a eu un peu plus de lecteurs de licence, mais en fait, la commande qui avait été passée dans l'année a été intégralement utilisée. Donc, nous avons préféré faire une deuxième commande avant la fin de l'année, comme ça, nous les avons d'avance. Au niveau de la maintenance, là, il y a eu deux éléments. La renégociation de notre contrat de maintenance avec la société Symbiose qui gère notre photocopieur, ainsi que la suppression de la maintenance informatique que nous payions 150 € par mois parce que tout simplement la boîte a fondu le plomb. Bon, les dépenses du site internet sont en légère augmentation. Les dépenses de réunion, congrès et assemblée générale sont en diminution. Bon, ça tient lieu surtout parce que le congrès était à Mantes, donc effectivement, il n'y a pas eu trop de frais de kilomètres. Ensuite, par rapport à ce que je vous disais précédemment, pour le secrétariat, en 2017, nous avions un coût de 3 360 € compte tenu du contrat aidé. En 2018, sur 3 mois, nous avions eu 1 000 €, auxquels se sont rajoutés 2 000 € du secrétariat nouveau. Ce qui a généré, alors qu'au budget, nous avions prévu 9 700 €. Il est sûr que cette économie, elle ne sera valable que pour 2018. Car la personne qui effectue le secrétariat dorénavant sera là, présente toute l'année. Même si nous, on l'a budgété à un coût moins important que l'année dernière. Ensuite, le Conseil général nous a alloué une subvention de 2 000 €, alors que l'année dernière, nous n'en avions pas. Également, je ne l'ai pas noté là, mais je vous le signale, il y avait le contrat financier de dépôt à terme de 50 000 € qui avait été souscrit par l'ancien comité, qui est venu à échéance. Et donc, effectivement, la 5e annuité d'intérêt était plus importante, puisqu'elle faisait 1 750 €, alors qu'elle avait été provisionnée pour 1 000 €. Donc voilà au niveau des charges de fonctionnement. Ensuite, au niveau des frais de championnat. Donc comme je vous le disais, nous avons eu 5 équipes en moins. Donc automatiquement, à peu près tous les postes ont été en diminution. Avec en plus, donc au niveau de l'habillement des joueurs, certains joueurs qualifiés en 2018 l'avaient été déjà en 2017. Et comme les conventions sont pour 3 ans, nous n'avons pas eu à acheter pour ces joueurs-là des tenues supplémentaires. Ça a fait quelques économies de plus. Coupe médaille, c'est à peu près pareil. Championnat du Gard, un peu moins. Championnat du territoire, non significatif. Donc effectivement, une grosse baisse au niveau des championnats de France
mais qui se tempère aussi par une baisse de la dernière ligne des remboursements. Parce qu'effectivement, comme on a eu moins de frais, la fédération nous a moins remboursé. Ensuite, au niveau des championnats jeunes, la partie championnat d'économie, championnat national des clubs, représente à peu près 2 000 €, mais en contrepartie est apparue une nouvelle dépense qui sera accentuée, on le verra tout à l'heure dans le budget, c'est Avenir 30 pour les jeunes, la structure mise en place pour les jeunes, donc qui a coûté 1 400 €. Donc les autres frais de championnat et les remboursements, pas de commentaire en particulier, si ce n'est que, bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les remboursements sont moins importants du fait effectivement que nous avions moins d'équipes. Au final, nous arrivons donc à licence 97 649 €, donc de produits, frais de fonctionnement 44 190 €, championnat, frais de championnat 50 370 €. Donc, résultat trouvant plus 3 081 €, alors qu'en 2017, nous étions à moins 17 765 €, donc ça fait quand même 20 000 € de plus. Résultat exceptionnel antérieur, donc 2 444 € cette année, mais notamment ça provient du fait que la subvention qui a été versée par le Conseil général, en fait, a annulé le reliquat de subvention de 2016 qui ne nous avait jamais été versé. Donc j'ai profité qu'il nous ait mis 10 000 € pour l'annuler. Donc ce qui fait que, au résultat final, on arrive à un excédent de 637 € au lieu d'une perte de 31 685 €. Donc c'est une très bonne chose, en espérant que ça va continuer. Au niveau financier, donc, la situation au 31 octobre, 137 032 €, donc, auquel on rajoute le fonds de promotion donc, issu des différents secteurs, 34 725 €. L'excédent 2018, donc 637 €, donc ça fait un solde au 31 octobre 2018 de 172 395 €. Ventiler donc les divers comptes de trésorerie, donc je ne vais pas vous les épeler parce que vous les avez à l'écran. Ensuite, quelques créances sur un secteur, sur la subvention qui n'a pas encore été payée. Les acomptes pour les hôtels 2019, donc là nous n'avons pas passé en charge en 2018. Les avances que le comité a faites au secteur pour 1 180 € et en déduction donc les dettes que nous avions, à savoir les 600 € que la fédération, que les clubs nous avaient versés pour les sections nationaux et que la fédération ne nous avait pas encore demandé. 1070 € de divers non payés et donc 2500 de provisions pour travaux à effectuer. Donc on arrive bien à un total de 172 395 €. Donc le compte consolidé, comme nous avions fait l'année dernière, donc au niveau des secteurs, les secteurs donc, ont eu 182 070 € de recettes, ont reversé au comité 169 129 €, ont eu des frais à hauteur de 9 656 €. Donc au niveau des secteurs, il y a eu un excédent de 3 284 €. Donc en situation consolidée, le solde au 31 octobre était de 174 429. L'excédent 2018, donc comité plus secteur, 3 922, soit un total de 178 351, qui se répartit ainsi. Donc, les comptes de trésorerie des secteurs
7136 €. La trésorerie du comité, donc 169 212 €. La caisse, le total des créances détaillé sur le tableau précédent, 6 046 €. Et le total des dettes, pareil, détaillé sur le tableau d'avant, 4 170 €. Soit un avoir global, secteur plus comité, de 178 351 €. En conclusion, je termine par une autre expression imagée: tout est bien qui finit bien. Je vous remercie de votre attention. Je pense que vos applaudissements sont mérités, parce que je peux vous prouver qu'en étant présent régulièrement au comité, Alain a fait un travail admirable depuis 2 ans. Donc vous pouvez très bien. Comme il est de coutume, vous devez maintenant adopter d'abord le rapport moral, qui est connu. Donc adopté. Qui s'abstient? Merci pour Durand. Et maintenant le rapport financier, qui est contre. Qui s'abstient? Merci pour aller. La parole est maintenant à M. Dumont, commissaire au compte. En l'absence des 2 commissaires au compte, Roger Dumont et Henri Pons, je suis en charge de vous lire leur compte rendu. Le jeudi 15 novembre 2018, Roger Dumont et Henri Pons avons procédé en présence du trésorier Alain Ponge à la vérification des comptes du comité du Gard de la Fédération française du bétail provençal au siège du comité départemental rue Criec à Nîmes. L'ensemble des documents comptables, factures et relevés bancaires ont été mis à notre disposition. Nous avons pu constater que la comptabilité était tenue avec sérieux, rigueur et ne présentait aucune anomalie ni écart entre les écritures comptables et les soldes des comptes bancaires. L'exercice 2018 clôture avec un solde positif de 637,46 €. Pour mémoire, en 2017, il y avait un solde négatif de 31 686 €. Recette 2018, 207 988, en baisse de 2 657 € par rapport à 2017. Dépenses 2018, 207 350 €, en forte baisse de 34 989 € par rapport à 2017. Le nombre de licenciés est encore en légère baisse, 6 520, 22 licences en moins, principalement chez les jeunes. À signaler un secteur en retard de paiement. Diminution du poste maintenance informatique, 2 900 € en 2017, 1 180 € cette année, grâce à la renégociation concernant le photocopieur et la résiliation de la maintenance de l'ordinateur. Diminution des charges locatives, 5 500 € en 2018 au lieu de 8 600 € l'année dernière. Augmentation des intérêts du DAT de 750 € l'année dernière, on passe à 1 750 € cette année. Augmentation des recettes pour mutation dans le département de 8 040 € en 2017, on passe à 12 060 cette année. Diminution conséquente des frais de déplacement au championnat de France grâce à la situation géographique des épreuves. La situation financière du comité du Gard reste très saine, avec un avoir confortable. Félicitations à l'équipe dirigeante et particulièrement à Alain Ponge pour tout son investissement dans sa fonction. Fait à Nîmes le 15 novembre 2018, signé Roger Dumont et Henri Pons. Merci, M. Dumont. Nous allons maintenant passer à la présentation du budget.
budget 2019. Et donc j'invite M. Alain Pau, qui a préparé ce budget, à venir vous le présenter. Bon, alors là, je vais vous demander de ranger les fusils, hein, parce que je me doute bien que malgré tout, que ce soit le président, le secrétaire général ou moi-même, nous avons été présents lors des assemblées du secteur, donc ça a été quand même l'objet d'une information de manière à ce que vous soyez prévenus suffisamment à l'avance aussi par rapport à vos assemblées respectives. Donc, je vous répéterai ce qui vous a déjà été dit, à savoir que donc, le comité directeur du 8 octobre 2018 a décidé d'augmenter la licence donc de 5 €. Toutefois, cette augmentation, elle n'est pas due au hasard. La première chose, donc je reviendrai peut-être pas dans les détails, sauf si vraiment ça rappelle certains commentaires de votre part, je suis tout à fait prêt à répondre, c'est que déjà, le fait du passage en comité régional de manière irréversible au 1er janvier 2019 fait que la cotisation au comité régional Occitanie augmentera de 1,50 €. Donc celle-là, nous ne sommes que boîte à lettres, hein, sachant qu'effectivement, dans ces 1,50 €, comme j'ai eu l'occasion de le préciser, nous avons eu l'occasion de le préciser, un budget a été mis en place au niveau des championnats régionaux des clubs. Donc, les clubs qui participent aux championnats régionaux retrouveront une contrepartie de ces 1,50 €. Ensuite, deuxième élément important, c'est le changement au niveau des championnats régionaux. La commission régionale territoriale sera dissoute et donc, de même, donc, ça a entraîné un changement du règlement du comité régional, à savoir que c'est au comité à financer les frais de déplacement des équipes dans les divers championnats régionaux. Sachant que nous aurons 3 équipes qualifiées dans tous les championnats, sauf pour les jeunes, je crois qu'il y aura 2 équipes a priori. Voilà. Donc, j'ai chiffré ça à 12 000 €. Rien que 12 000 €, ça représente 2 € sur la licence. Troisième poste qui est bien impacté, c'est le poste Avenir 30, c'est-à-dire ce sont les jeunes. Nous avons démarré, on va dire de manière timide. Quand je dis timide, c'est sur le plan financier, puisque les dépenses de l'Avenir Jeune en 2018 sont élevées à 1 400 €, plus quelques dépenses de fonctionnement de 200-300 €, on va dire 2 000 €. Nous avons prévu d'allouer un budget pour 2019 de 5 000 €. Et enfin, bien évidemment, au niveau secrétariat, il est clair que l'économie qui avait été réalisée du fait du travail bénévole des personnes que je citais ne se retrouvera pas en 2019, même si le coût sera quand même moins important que celui prévu en 2018. Au niveau de la synthèse, donc compte tenu de l'augmentation des licences, la recette licence, 6 000 licences à 5 €, ça fait 30 000 € de plus. D'où l'augmentation budgétaire de 180 000 à 211 000. Recettes autres, 12 600 en 2018, 10 000 en 2019. En ce qui concerne les dépenses licences, qui passent de 87 000 à 97 000, ça représente le 1,50 € qui sera pris par le comité Occitanie. Au niveau des charges de fonctionnement,
malgré tout, vous pouvez voir la baisse continue. C'est-à-dire qu'on arrive à, et ça Yves Dumont dans le rapport de la Commission des finances vous le précisera, on arrive malgré tout, on essaye de réduire certaines dépenses dès qu'on le peut. D'où ça baisse par rapport au budget 2018 également. Et ensuite, les frais championnat, donc là forcément ils augmentent de 12 000 € pour les frais de championnat de Ligue. Même un peu plus, mais bon. Oui, là-dedans il y a Avenir 30, et voilà. Dans le championnat, il y a les 12 000 € des championnats régionaux ainsi que les 5 000 € d'Avenir 30. Bon, même s'ils ne sont pas des championnats, c'est quand même des frais de compétition. Donc bon, je pense que c'est davantage intéressant de les classer là-dedans. Donc, le budget s'équilibre à la somme de 221 000 850. Les explications, espérant que ça vous satisfera. Merci. Allez. Donc il faut maintenant approuver ce budget. À des questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc le budget est approuvé. Comme dans chaque assemblée, pour qu'on ait un peu de réjouissance, il y a des côtés négatifs certes, mais il y a aussi des côtés positifs. Nous allons aujourd'hui traiter un côté positif. Même s'ils ne sont pas là, et on va en parler, on va fêter, je vais appeler M. Bon, président de UCHO, pour fêter nos deux champions de France, Laurent Ribert et Marvin Robert. Ils ne seront pas là ce soir parce qu'ils se sont excusés. Ils auraient aimé être là, ils se sont excusés parce qu'un travaille et l'autre est pris par jeu de poule. Je crois que dans la vie, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. C'est vrai que le comité a été obligé de juger ces deux personnes-là pour un comportement qui ne nous semblait pas en adéquation avec le jeu provençal. Ça a été jugé. Aujourd'hui, ils ont été champions de France. Et c'est tout ce qu'on retiendra. Et je peux vous garantir que l'ensemble du comité directeur est très heureux de ce résultat. Et on les a félicités, qui étaient le premier à aller à la réception de UCHO sur invitation de M. Borne, pour leur dire que j'étais très fier d'eux, très content. Mais qu'après, sur les règlements, tout ça, on peut en discuter, mais je crois que dans la vie, il ne faut pas mélanger les choses. Le comité directeur ne souhaite pas mélanger les choses. Donc on tient vraiment à féliciter, au nom de tous les clubs, au nom du comité, Marvin et Laurent, et je vous demande de les applaudir. Donc nous allons continuer notre assemblée générale, et c'est Madame Vierne qui va venir vous parler de la réforme de la formation et de la mise à jour des licences. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je vais commencer peut-être par ce qui intéresse la plupart d'entre vous, c'est les licences 2019. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions sur ce fameux certificat médical. Qu'est-ce qu'il devient cette année? Alors, vous savez que l'année repère, c'était l'année 2017. L'année dernière, il fallait, pour un nouveau licencié ou pour quelqu'un qui n'était pas licencié en 2017, fournir un certificat médical. Ce certificat médical est valable 3 ans. Ce qui veut dire que jusqu'en 2019, on est tranquille, sous réserve que le joueur fournisse l'attestation de santé, qu'il la signe. Par contre, il peut fournir un certificat médical chaque année, et ça reporte d'autant le délai de 3 ans, tout simplement. Alors ça, il semble que ça pose des problèmes au niveau des certains clubs. Si vous avez des questions, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde a bien compris ce système-là? C'est pas bien compliqué. Le certificat médical fourni en 2017 est valable 3 ans. Donc jusqu'en 2019, on est tranquille. Par contre, s'il fournit chaque année
un certificat médical, le joueur voit son délai reporté de 3 ans, systématiquement. Comment ça se fait qu'en début d'année, il y a eu des problèmes avec les attestations? Il y a des licences qui passaient rouges, il y a eu des problèmes. Oui, alors là, ça vient du système de Gestico. Ça, c'est au niveau national. On devait avoir une nouvelle plateforme qui prenne en charge ce certificat médical. On l'a attendu, on l'a annoncé au mois de janvier au congrès dernier, et il n'est jamais venu. Donc, ce nouveau système doit avoir le jour là maintenant, après la mise à jour de 2019 qui est faite donc ces jours-ci par la fédération. Et on doit avoir donc un nouveau logiciel qui va prendre en compte complètement la gestion de ce certificat médical. Voilà, et on l'espère. Ils sont en train de faire les essais. Voilà. Il y a des licences qui passaient au rouge. Tout à fait, parce que le certificat médical n'était pas géré. Alors je rappelle quand même que même si le certificat médical est valable 3 ans, il faut que le joueur fournisse donc toujours, remplisse donc ce questionnaire de santé qu'il conserve par devers lui, ça lui est propre, c'est son problème de maladie. Mais par contre, il faut qu'il donne au club, lorsqu'il fait sa demande de renouvellement de licence, l'attestation, comme quoi il a bien rempli son questionnaire de santé et qu'il est en bonne santé. Tout simplement. Je pense que c'est suffisamment clair, il n'y a rien de vraiment important cette année. Jusqu'en 2019, on est tranquille avec un seul certificat médical qui est fourni donc en 2017. Question pratique. Moi j'ai pris la décision de chaque année pour faire le certificat médical, donc on a le droit, il n'y a pas de souci. Et le joueur me demande pourquoi. Le souci c'est qu'en Brouillard j'ai 180 licences, et s'il faut faire ce système, il faut faire 180 photocopies pour ton questionnaire. Il faut faire 180 photocopies pour ton questionnaire, 180 photocopies pour ton attestation. Donc ce que je demande, c'est que si vous voulez qu'on ne fasse pas les certificats médicaux pour les clubs qui ont du monde, ça serait bien de nous donner peut-être des documents au comité pour qu'on puisse les faire distribuer. Sans quoi, moi je préfère qu'ils aillent au club. Alors, les questionnaires de santé, ça n'est pas dans tous les cas. Le certificat médical peut être fourni, c'est qu'il n'y a pas de souci. Par contre, jusqu'à maintenant, les clubs, effectivement, ont fait des photocopies des questionnaires. Non, mais j'en suis tout à fait consciente. De toute manière, c'est quelque chose qui nous est imposé. Alors après, est-ce que le comité va prendre la décision de fournir à tous les clubs un carton de questionnaire et d'attestation? Voilà, donc la question sera peut-être posée plus tard, ça je ne peux pas répondre pour le moment. Maintenant, c'est vrai que la règle c'est ça. Par contre, ce que je vous demanderai sur les bordereaux de licence, c'est important parce qu'il y a apparemment certains clubs qui n'ont pas vraiment compris. Lorsqu'il y a un certificat médical, on marque la date du certificat médical. Et ce certificat est fourni automatiquement avec la demande de licence, c'est le chef du secteur qui le garde donc par devers lui. Pour le questionnaire de santé, vous n'avez pas besoin de mettre une date de certificat ou de questionnaire. Le questionnaire, vous marquez QS, c'est tout. Et la date, elle n'est obligatoire que lorsqu'il y a un certificat médical, puisqu'il reporte le délai de 3 ans. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le certificat médical, le joueur regarde sur lui. Oui. Alors, normalement, non, puisque le certificat médical, informatiquement, il est saisi. Donc, c'est uniquement s'il y a un problème au niveau informatique et s'il y a eu un raté quelque part, qu'il faut l'avoir sur soi. Alors, l'avoir sur soi, je ne vous dis pas non, mais ça n'est pas utile. Dans la mesure où il est saisi informatiquement. Est-ce qu'on n'est pas tenu de le présenter? Est-ce qu'on n'est pas tenu de le présenter lorsqu'on nous demande lors d'une compétition? Non, pas du tout. Le seul moment où vous devez le fournir, c'est si effectivement la personne a oublié sa licence. Sur un concours, on peut lui demander non seulement de payer 10 €, de justifier son identité et éventuellement, et même sûrement, de fournir un certificat médical. Mais dès lors que la licence est fournie, qu'elle passe sur un sabot, elle est validée, le certificat médical est saisi informatiquement correctement, il n'y a pas de souci. Il n'a pas besoin d'avoir un certificat médical sur lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les licences en général? Enfin, quoi qu'il en soit, s'il y en a d'autres, on peut y répondre à la fin de la réunion et tout au long de l'année, bien entendu. Donc, en ce qui concerne les licences, je crois que donc, on va s'arrêter là. Par contre, donc, je vais vous faire l'état des lieux de 2018 au niveau des formations. En 2018, en ce qui concerne donc les formations de gestion de concours,
On n'en a pas fait, parce que comme le disait tout à l'heure le trésorier, le départ de la secrétaire administrative anticipée nous a obligés, si vous voulez, à faire des tâches qu'on n'aurait pas fait habituellement pendant plusieurs mois. Donc ça a plombé un petit peu certaines autres postes. En ce qui concerne la formation initiateur, en 2018, il y a eu 14 candidats qui ont suivi la formation. La formation BFE, elle a eu lieu en janvier 2018 et l'examen le 4 février 2018 de la même année. 11 candidats, dont 5 du Gard, l'ont passé. 10 ont été admis, un seul candidat du CD34 a été recalé. Donc, en ce qui concerne 2019, nous avons repris donc le rythme des formations. Je peux déjà vous annoncer que pour gestion de concours, nous allons faire 2 sessions, une le vendredi 15 février et une le vendredi 22 février au siège du comité. Alors, bien entendu, je communiquerai plus longuement via le site internet et également auprès de tous les clubs. En vous donnant donc le tenant et les aboutissants, vous aurez la possibilité de vous inscrire soit sur une session, soit sur une autre. Et s'il y a vraiment beaucoup trop de monde, on fera une 3e session. Parce qu'on ne peut pas travailler efficacement si on est beaucoup trop nombreux. Hein. Voilà. Donc pour ça, je communiquerai le moment venu. Par contre, il y a une préinscription obligatoire, c'est-à-dire que lorsque je mettrai l'information sur le site internet, il ne suffit pas de la voir pour dire « je viens le jour de la formation pour la suivre ». Non, parce qu'on se retrouve justement avec des sessions de formation qui sont trop importantes. Donc dès lors que vous aurez l'information, il faudra, je vous donnerai le mail, que vous vous inscriviez, c'est-à-dire vos coordonnées et votre club. À partir de ce moment-là, vous serez inscrit. En ce qui concerne donc les formations d'éducateurs, tout à l'heure, le président vous a parlé d'une réforme pour 2019 concernant les formations et qui implique toute la filière fédérale, c'est-à-dire les éducateurs, les arbitres, les délégués dans les compétitions nationales et les graphiqueurs. Alors aujourd'hui, seule la filière éducateur est finalisée. Ça veut dire qu'en fait, cette réforme des formations elle est mise en place par la direction technique nationale et que finalement, au niveau des éducateurs, ça va changer pas mal de choses. Donc, concernant plus particulièrement la filière éducateur dont on va parler uniquement aujourd'hui, ce sont des formations qui ont l'objectif d'harmoniser les pratiques sur le territoire, de tenir compte de l'évolution de notre discipline. Par là, il faut entendre les JO 2024, bien entendu, et les besoins du club. Adapter également la formation à partir de l'activité des éducateurs et des entraîneurs, mais surtout en fonction des compétences attendues sur le terrain. Et enfin, d'améliorer la lisibilité des contenus de formation qui n'ont pas été revus depuis de nombreuses années. Alors, cette réforme des formations, elle est cohérente au niveau de la direction technique nationale, mais elle ressemble pour le moment un peu à une usine à gaz. Il faut lui laisser le temps de se mettre en place. Donc, les principes généraux concernant la formation initiateur et éducateur. Antérieurement, en 2019, le diplôme de BFE donnait la possibilité de former des candidats à l'initiation et au BFE. À partir de cette réforme 2019, pour être formateur fédéral, il faudra avoir suivi une formation qui est en fait une habilitation pour dispenser ces formations, être titulaire d'un diplôme BFE2 minimum pour former les initiateurs et les BFE, et être titulaire d'un diplôme BFE3 minimum ou d'un diplôme équivalent, un diplôme d'État équivalent, pour former des BFE2 et des BFE3. Donc, en ce qui me concerne, je m'occupe toujours d'ailleurs de la formation donc, des éducateurs, mais en tant que BFE3, même en tant que BFE3, je ne pouvais pas faire de formation. Il a fallu donc que je suive une formation de formateur à Bron, c'est ce que j'ai fait le week-end du 6 et 7 octobre, et qui me donne une habilitation pour faire les formations. En ce qui concerne les nouveautés, concernant plus particulièrement les candidats à l'initiation et au BFE. Alors le diplôme d'initiateur s'appelle maintenant le diplôme de tronc commun.
On parle plus d'initiateurs, mais de tronc commun. Ça implique pas mal de choses. Le prix de l'inscription, il était de 10 €, il est de 60 €. Il faut être titulaire du PSC1, ça n'était pas obligatoire pour suivre la formation initiateur. Fournir un extrait de casier judiciaire numéro 3, c'est pareil, ça n'était pas obligatoire pour l'initiateur. Et cette formation appelée tronc commun, elle consiste en un module de 18 heures, dont 10 heures en face-à-face pédagogique et 8 heures à distance, c'est-à-dire des documents en ligne. Et là, la formation sera validée par une certification d'un jury, ce qui n'était pas le cas pour l'initiation. Il suffisait d'avoir une formation de quelques heures et on était initiateur. En ce qui concerne le diplôme de BF1, là aussi, le prix de l'inscription, il était à 20 €, il passe à 90 €. Et la formation est de 24 heures, donc 14 heures en formation en face-à-face pédagogique et 10 heures à distance avec des documents en ligne. Ce qui veut dire que pour la formation et pour l'examen, chaque fois c'est 2 jours. Donc frais supplémentaires à tous les niveaux. Au niveau de l'inscription et au niveau ensuite donc, de la formation. Ensuite, en ce qui concerne les lieux, je ne peux pas vous donner les lieux actuellement parce que pour faire une formation, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les formations restent au niveau des territoires, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon et de l'autre côté Midi-Pyrénées, même si on est en Occitanie. On a tenu à conserver ça pour les problèmes de distance. Le problème, c'est que si dans le Languedoc-Roussillon, comme à Midi-Pyrénées d'ailleurs, il n'y a pas minimum 8 candidats, on ne pourra pas faire la formation dans la région. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas 8 candidats, je vous enverrai à Midi-Pyrénées. C'est pareil pour eux. Alors, bon, il faut être optimiste. Chaque année, il y a plus de 8 candidats. Donc on devrait rester à Languedoc-Roussillon, mais ça serait bien qu'on reste à Lille. Donc là, pour le moment, je ne vous fournis pas le lieu, mais sachez que dès que je le connais, il n'y a pas de souci, je le communique. Les nouveautés concernant tous les diplômes d'éducateurs fédéraux. Il y a un calendrier unique sur le territoire national pour la formation. C'est-à-dire que la formation doit avoir lieu en janvier-février. L'examen, le 19 et le 20 février, là je parle pour Languedoc-Roussillon. Donc en ce qui concerne la formation, comme je l'ai communiqué, pour les BF1, c'est le 19 et le 20 janvier 2019. Et pour l'examen, c'est une date qui est imposée. En ce qui concerne la formation LEX, formation initiateur, le tronc commun, c'est une formation donc, à prévoir obligatoirement en mars-avril, donc là il faudra choisir des dates. Et l'examen donc, se passe en mai. Donc là aussi, je vous fournirai donc, toutes les informations. Pour le moment, on en est au BF1. Et ensuite, donc, pour l'initiation, je ferai une information après le BF1. Il y a cette formation, elle a un impact également sur tous les diplômes d'éducateurs. Pourquoi? Parce que les diplômes obtenus avant 2019 devront, dans les 2 ans à venir, donc soit passer l'examen du niveau supérieur, soit suivre un recyclage, sans examen bien entendu, sinon leur diplôme sera invalidé. Et c'est important pourquoi? C'est important si le diplôme est invalidé, ça veut dire qu'ils ne pourront pas aller, mettons, au championnat de France pour suivre une équipe. Ils pourront par contre rester peut-être au niveau de leur école de boule pour aider, il n'y a pas de souci. Par contre, sur des compétitions, pour le moment national, mais ça peut venir sur des compétitions départementales et régionales, leur diplôme ne sera plus reconnu. Donc soit suivre un recyclage, soit il faudra qu'ils passent au niveau supérieur. Et pour les diplômes qui sont obtenus à partir de 2019, le recyclage doit se faire dans les 5 ans. Voilà, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Il est bien évident que vous n'avez pas tout à retenir. Au fur et à mesure donc, que les examens ou les formations auront lieu, je ferai l'information. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je vous écoute. C'est dû à quoi cette augmentation de 10 à 80 et de 20 à 90? Alors, la question a été posée lorsque nous avons eu cette formation des formateurs. Eh bien, c'est en quelque sorte la professionnalisation des effectifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur la réforme au niveau national. Ça implique pas mal de choses et qu'à un moment donné, il faut les remonter sur quelque chose. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est énorme, mais bon, voilà.
autre question? Pour le recyclage, vous n'avez pas parlé de sous, donc c'est gratuit? En principe, c'est gratuit. Mais pour le recyclage, on n'a pas eu, c'est un peu flou encore. On sait que ça doit se passer dans tel délai, enfin, je pense que le recyclage sera gratuit. Mais je ne peux pas vous le certifier. Non, pas pour le recyclage. Parce qu'on est en train de, ils sont en train de mettre donc cette réforme en place. Au niveau sur le site de la fédération, il y a pas mal d'informations. Ça change tous les jours. Ils sont en train vraiment de la mettre en place. Donc voilà, le recyclage, ça vient après. Ouvrir l'école de Boule, quel diplôme il faut? Alors, pour ouvrir l'école de Boule, il fut un temps où il fallait un BF1. Et maintenant, il semblerait effectivement qu'on puisse ouvrir une école de Boule avec simplement un diplôme d'initiateur. Maintenant, ce que l'on conseille, c'est que le BF1, BF2, BF3, il y a des compétences supérieures. Et c'est bien quand même qu'il y ait dans l'école de Boule au moins un diplôme équivalent au 1, 2 ou 3. Après, je pense que rien n'empêche de créer une école de Boule, même avec... surtout que maintenant, ça va devenir un tronc commun, c'est un diplôme, ça sera un véritable diplôme, le diplôme d'initiateur. Il n'y a pas d'impossibilité. Pour le triplet aux jeunes, est-ce qu'il y aura appel à candidature ou c'est déjà réglé? Ça, je pense que vous allez avoir le compte rendu du responsable des jeunes. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, non, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, avant de passer à la pause, que vous attendez tous, je vais vous demander encore un petit moment d'écoute. Et avant de pouvoir aller voter, puisque vous savez que pendant la pause, vous devez aller voter, on va remettre 3 médailles d'or du comité. C'est M. Gilbert Vierne, et donc je vous demande un peu d'attention pour remercier ces personnes comme il se doit. La première médaille d'or que l'on va attribuer, c'est au président de la poulerie Liérois, qui est notre trésorier général du CDTRAT et tout récent éducateur de niveau 1, c'est M. Alain Pauge. Alors, pour honorer Alain, nous avons convié son papa, M. Henri Pauge, qui était président d'honneur de la poulerie liéroise et qui a été également médaille d'or du CDTRAT en 1999. Donc je vous demande à Henri Pauge de rejoindre son fils pour la médaille d'or. Merci, monsieur. Ouais, il lui ressemble un peu. On peut les applaudir bien fort. La deuxième médaille d'or que nous allons adressée, c'est à une dame, trésorière depuis 4 ans, très volontaire, elle a très rapidement pris en charge un poste qu'elle ne savait qu'elle n'avait jamais fait, qu'elle n'a pas de formation de base. C'est la trésorière de la poule passion limoise, Madame Danielle Bozoli. Et Dieu sait si on a besoin de trésorier. Alors c'est à ouais. On va finir par une personne que vous côtoyez régulièrement sur les terrains, qui est là dans la salle, mais qui ne sait pas comment va le récompenser. Alors je ne sais pas comment il va faire parce qu'il aura 2 rôles, un rôle de filmer et un rôle de venir chercher sa médaille, Monsieur Lucien Gothard.
zone, hein. N'oubliez pas que vous devez voter par zone. D'abord la zone E, zone 2, zone 3, zone 4, et ainsi de suite. Bonjour. Merci. Ça va. Gracias.
Gracias.